Tu sais, je vais peut-être en oublier, là, mais j'ai fait une recherche concernant tous les livres que tu as écrits, là, en passant, là, des dossiers mystères, tome 1, 2. On a également à la recherche des reliques saintes, l'enquêteur du paranormal, dossier mystère 3. Il y a OVNI au Québec. J'ai pas tous les titres au complet ici. Des observations aux enlèvements extraterrestres. T'en as, c'est incroyable. Un que je me promets d'acheter puis que je pense, en tout cas, ça vient vraiment me chercher parce que je trouve que ça a l'air super intéressant, c'est concernant les tueurs de l'occulte. T'as écrit un livre là-dessus, des histoires vraies en lien avec tout ça, 13 histoires vraies. Là, c'est parce que je veux le nommer le titre que je le trouve pas, là, mais ça a l'air tellement intéressant, puis surtout que tu amènes justement des cas qui ont été réels et que tu as enquêté là-dessus, là. En fait, le sujet des tueurs de l'occulte, c'est mon sujet de prédilection. C'est le sujet Ah, que je préfère le plus. En fait, quand je dis mon sujet de prédilection, c'est ce que je pourrais qualifier de énigme sociale ou énigme historique. Pourquoi? Parce que dans ces deux cas-là, on a de la viande autour de l'os, si tu me permets l'expression, hein. C'est-à-dire, par exemple, Jack l'Éventreur. On ne sait pas qui était Jack l'Éventreur, il n'a jamais été attrapé. Mais une chose est certaine, à l'automne de 1888, 5 prostituées, minimalement 5 prostituées, ont été égorgées, éventrées dans les rues de Londres. Ça, il n'y a c'est un aucun fait. doute là-dessus. Donc, on a un fait historique irréfutable. Maintenant, quelle est l'identité de l'assassin? Là, c'est un travail de police, c'est un travail d'investigation et un travail d'historien aussi, hein, de regarder quelles étaient les archives de l'époque, comment ça fonctionnait, quelles étaient les... Puis moi, j'adore me plonger le nez dans le papier, donc les anciens registres médicaux, tout, j'adore ce travail-là. Mais au départ, on a un élément qui est factuel. Jack l'Éventreur, quelle que soit son identité, a assassiné des femmes à Londres en 1888. Les phénomènes des tueurs de l'occulte, on est exactement dans le même cas de figure, mais avec une dérive. Dérive, c'est le paranormal. Et c'est le paranormal, c'est ce que j'aime. Donc, on a ici des gens, hein, qui vont commettre des crimes, mais sur une préoccupation surnaturelle. Donc, quelqu'un dit, j'ai assassiné ma voisine et je lui ai enlevé le cœur et j'ai bu son sang parce que je crois être un vampire. Donc, généralement, ce genre de dérive-là ne se produit pas du jour au matin. Et, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces gens-là ne souffrent pas tous d'une pathologie psychiatrique. C'est souvent des mécanismes de croyance qui, soudainement, ont enivré l'auteur au point de ne plus faire la distinction entre et la fantaisie. Et dans le cas des tueurs de l'occulte, on a exactement cet univers-là. Quelqu'un commence, par exemple, on a un adolescent qui commence à écouter de la musique heavy metal, ou etc. L'heavy metal, c'est souvent la musique du diable. C'est ça. Quand tu le fais Parce jouer à que c'est vrai l'envers, que là, en plus. dans le lyrisme et l'imagerie, hein, ah, on a tout ça. Mais c'est vrai que dans le lyrisme et dans l'imaginaire, et également dans le dessin, le graphisme des artistes de heavy metal, on aime beaucoup exploiter la mort, le Ouais. diable, le 666, bon, tous ces éléments-là. Donc, on a un jeune, on peut imaginer, un jeune adolescent qui commence à s'intéresser à ça, il écoute de la musique, il va s'adonner il croit, il va lire des ouvrages sur le paranormal, il va peut-être s'adonner à des séances de Ouija avec des amis, et peu à peu, il va s'enliser dans cet univers-là, un univers assez lugubre, au point d'en venir à un moment donné à commettre un crime. Et moi, c'est ce qui m'intéresse un peu, c'est cette dérive sociale, comment on en arrive à partir d'un principe. Et heureusement que tous les amateurs de heavy metal ne deviennent pas des tueurs en série. Mais bon, on comprend que c'est cette dérive que j'aime essayer de comprendre. Comment quelqu'un a dérivé jusqu'à ce point-là et l'investigation qui suit. Dans les cas comme dans Jack l'Éventreur ou toute autre énigme historique, il y a un élément qui est réel. Et dans le cas des tueurs de l'occulte, la victime, elle est bien réelle, elle a été tuée, on lui a enlevé le cœur, on s'est adonné à du cannibalisme. Donc, la victime, elle est réelle. Le fait divers, il est réel. Et là, ensuite, c'est d'essayer de comprendre la psychologie de l'assassin derrière ça. Et ça, c'est mon Est-ce, sujet d'intérêt premier. est-ce qu'il J'apprécie y a un point davantage commun? les crimes à caractère occulte ou les énigmes de l'histoire.
Oui. Et est-ce qu'il y a un point commun à travers toutes les recherches Oui, concernant dans tous le ces crime, gens-là? Est-ce qu'il y a des troubles psychiatriques, là? Est-ce que ils ont eu des psychoses? Est-ce qu'il y a un point commun à tout ça? je te dirais que on flirte un peu. C'est-à-dire que je ne m'improviserai pas psychologue ou psychiatre, mais je pourrais te retourner la question en disant, est-ce que quelqu'un qui croit fondamentalement, profondément en Dieu, est-il un malade mental? C'est un peu la même chose. Donc, par exemple, si tu vois des dévots qui vont, par exemple, à l'église 3, 4 fois, 5 fois par semaine, certains vont assister aux homélies du matin, aux homélies du soir, ils sont là à la messe de minuit, on dira de ces gens-là, ce sont des gens très religieux. Hein? Mais on ne dira pas que ce sont des malades mentaux, on va dire que ce sont des gens très religieux. Or, si quelqu'un, lui, sa croyance, c'est de croire au diable ou de croire qu'il est un vampire puis qu'il doit boire du sang, est-ce qu'on est... tu comprends la différence entre les deux? Elle est assez minime. Hein? Il y a Oui. des croyances que on juge acceptables. Par exemple, le dévot qui va à l'église 7 jours semaine, qui assiste à tous les homélies, on dit, ah, c'est un type qui est très croyant. Si on accepte ça. Mais quelqu'un, par exemple, chez lui, qui a des bougies noires, qui a des crucifix inversés et qui rend gloire au diable, ben là, pour nous, il devient soudainement, il va à l'encontre de nos dogmes sociaux et il devient un malade. Mais dans le fond, sa croyance, elle est simplement différente. Il fait partie d'une minorité religieuse. Et il faut savoir que des gens qui s'adonnent au satanisme, par exemple, et le satanisme n'implique pas forcément de démembrer des gens et de manger leur corps, mais des gens qui se définissent comme des satanistes, plus de 250 000 aux États-Unis. Et il Wow. faut savoir aussi que les deux grandes églises sataniques aux États-Unis, ouais, les deux grandes églises sataniques aux États-Unis, on a le temple de Seth et l'église de Satan, qui a été fondée par Anton LaVey, là, un personnage assez croustillant. Ces religions-là ne demandent pas de commettre des crimes ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir qu'à un moment donné, je te ferai pas toute l'historique, bon, ce sera peut-être pour une autre émission, mais à la fin des années 80, début des années 90, l'histoire de ces crimes sataniques était tellement répandue aux États-Unis que le FBI a décidé d'enquêter. On racontait que 50 000 bébés étaient tués, assassinés dans des rituels sataniques chaque année. Donc, le FBI s'est saisi de l'affaire et Wow. il n'a pas trouvé grand-chose. En fait, ces chiffres-là étaient très exagérés. Mais ce qu'il a découvert, à tout le moins, c'est que les deux grandes églises sataniques, hein, le temple de Seth et l'église de Satan, n'avaient rien à voir là-dedans. Ces deux églises sataniques utilise le mot Satan pour choquer un peu la moralité publique. Hein. Je suis un adepte du satanisme, ça choque la moralité, plus que de dire je suis un amateur de citrouilles. Donc, c'est pourquoi les gens disent je suis sataniste. Mais quand on regarde les satanistes, c'est plutôt des gens qui sont on les définirait plutôt comme des hédonistes. Ce sont des gens qui aiment le plaisir. Donc, on se réunit en groupe, on fait des grosses orgies, on fait des beuveries, mais on ne commet pas forcément des crimes, on n'assassine pas personne, puis on OK. mange pas des cadavres. Généralement, lorsqu'il y a un crime à caractère satanique, on est plutôt en présence de petits groupes de gens autour d'un leader charismatique et qui ont perdu le contrôle. On pense par l'idée qui me vient tout de suite en tête, c'est la célèbre affaire Charles Manson dans les années 60, hein, qui avait alimenté la presse et dont on en parle encore aujourd'hui, où là, on a une espèce de gourou charismatique qui a un contrôle absolu sur les gens autour de lui et les gens vont le suivre dans ses dérives. Généralement, lorsqu'on parle de crimes sataniques aux États-Unis, c'est ce à quoi on a affaire. Un petit groupe OK. de gens, généralement 3 ou 4 individus, qui ne sont pas associés à aucune église en particulier et qui, à force de consommer de l'alcool, consommer des drogues, à écouter de la musique heavy metal, en sont venus à se faire une espèce de satanisme marginal et ils vont accepter les demandes ou les conditions proposées par leur leader.